Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le directeur général de la RTI et le directeur général du Conseil Coton-Anacarde ont été relevés de leurs fonctions aujourd'hui. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement lors du compte-rendu du Conseil des ministres aujourd'hui même. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Grand Talk démarre maintenant. Beaucoup de plaisir que nous sommes en votre compagnie encore ce soir. Élisée Boloube nous accompagne. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Mais j'aimerais juste dire joyeux anniversaire à quelqu'un qui me tient à cœur, John Bala, voilà, qui est un ami à moi. C'était son anniversaire, joyeux anniversaire. C'était pas prévu, pardon. Bon anniversaire donc à M. John Bayard. Merci beaucoup. Comme on l'a dit à l'entame de ce temps d'antenne, la décision est tombée aujourd'hui, donnée donc par le porte-parole du conseil de gouvernement, aujourd'hui je dis Conseil des ministres, pardon, présidé par le chef de l'État. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, la nouvelle est ceci. Le directeur général de la RTI et le directeur général du Conseil Coton-Anacarde, aujourd'hui même, ont été limogés de leurs différentes fonctions. Donc l'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre de la Communication, monsieur Amadou Koulibaly. Pour en savoir davantage, écoutons cet élément et on se retrouve juste après pour un débrief. Des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Suite à cette annonce, les différents conseils d'administration de ces deux structures devront donc se réunir à l'effet de désigner des intérimaires pour gérer donc les affaires courantes en attendant de nouvelles nominations. Nous allons recueillir les impressions et avis justement de nos amis sur ce plateau. Barry, commençons par la vôtre. Bon, écoutez, Christelle, c'est toujours dans la même dynamique. Je pense que le gouvernement s'inscrit dans la même dynamique, celle de veiller à ce que la bonne gouvernance soit une valeur partagée par tout le monde. On a vu là que ce sont deux directeurs d'administration publique qui ont été remerciés. Par le passé, d'autres avaient été remerciés. Je pense que c'est toujours de bon augure que lorsque l'État fait un constat de dysfonctionnement, comme il a été révélé, dysfonctionnement, c'est le concept utilisé pour expliquer les raisons qui ont prévalu au limogeage de ces deux personnalités-là. Maintenant, généralement, ce qui inquiète un peu les gens, c'est surtout la suite. Ils ont été limogés sur la base des dysfonctionnements constatés. Est-ce que ce sont des détournements? Si oui, qu'est-ce qu'il va suivre? Parce que les Ivoiriens, généralement, se posent des questions. Le problème, ce n'est pas tant soit d'avoir limogé quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires ou bien il y a une enquête pour situer vraiment le niveau de responsabilité de chacun? Parce que ce n'est pas la première fois que des personnalités qui occupent des fonctions publiques sont remerciées par le chef de l'État ou par l'État en tant qu'institution. Maintenant, si c'est un détournement, par exemple, comment on fait pour recouvrer les fonds? Parce que c'est bien beau de limoger quelqu'un, mais s'il a porté préjudice au fonds public et à l'État, il va falloir qu'il s'explique, il va falloir qu'il apporte des éléments pour s'innocenter des accusations qui ont été adressées à son égard. On ne va pas trop se précipiter comme on n'a pas tous les détails de l'élément en question. Alors, justement, Daouda, le chef de l'État donne un signal fort pour la bonne gestion justement des entreprises d'État. Christelle, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le président de la République donne un signal assez fort en matière de bonne gouvernance. Cette question de bonne gouvernance qu'il prend comme cheval de bataille. Parce que, rappelez-vous, en novembre 2021,
M. Djabi Lassiné, alors DG du Fonds d'entretien routier, a été poussé vers la porte après des audits. Vous vous rappelez que dernièrement même on a parlé de la libération, de l'emprisonnement, du procès du DG de l'AIGF. Donc c'est pour dire que la question de la bonne gouvernance est quelque chose qui est cher au président de la République. Quand on sait que la question de bonne gouvernance compte beaucoup dans les questions de notation et dans le classement en matière de gouvernance au niveau mondial, au niveau des institutions de... Des indicateurs forts. En voilà, de Bretton Woods. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, je vais m'attarder un peu sur la question de la RTI. N'oublions pas qu'à la RTI, il y a eu de nombreux problèmes là-bas quand même, hein, à un certain moment. Déjà, pour ceux qui se rappellent encore, le discours du président de la République en son temps avait été interverti. Celui du 7 août s'est retrouvé le 1er janvier à la télé à la place de celui du 31 décembre. Après, il y a eu de nombreuses tentatives de grève, de soulèvement des agents de la RTI encore là-bas. Pendant la CAN, ça a été calmé. Après, dernièrement, ça s'est soulevé encore. Bon, quand on vient ajouter à cela encore une mauvaise gestion, et quand on sait que le gouvernement, le président même dit que beaucoup de fonds ont été investis au niveau du Conseil Coton Anacad et de la RTI et que ça avait fait évoluer les résultats nets de l'entreprise, on se demande qu'est-ce qui... En fait, on comprend aisément pourquoi en fait, le président prend ce genre de décision. Maintenant, pour revenir à la question de Barry, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce que ce n'est pas le seul lieu où il y a eu des limogeages. N'oublions pas le cas du FDFP. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment... le fonds... J'oublie le nom. De quel fonds parlez-vous? Rappelle, FDFP. Le développement de la formation. Voilà, de la formation. Il y a eu une malversation là-bas aussi. Il y a des gens qui ont été limogés. Après, les Ivoiriens ont envie de véritablement savoir qu'est-ce qui va se passer après. Qui paye la facture? Parce que c'est les fonds publics qui sont injectés dans ces entreprises-là. Alors, Daouda, autant on communique donc sur la sanction, il faudrait communiquer sur ce qui va se passer après. Est-ce qu'il y a une suite à donner? Parce qu'après, il y a beaucoup de thèmes techniques qui sont donnés. On sait que c'est bien. Ils ont été limogés, c'est déjà bien. Mais après, qui passe à la caisse pour rembourser le contribuable ivoirien? Et je pense qu'à ce niveau-là, tellement la question de bonne gouvernance est chère au président de la République, vous voyez que il y avait en fait chevauchement entre le ministère de la bonne gouvernance et l'autorité de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on a une autorité de la bonne gouvernance qui fait un travail formidable. Donc c'est le lieu de dire qu'il faut que chaque acteur public se dise que quand on le nomme à une fonction, l'argent, le budget qu'il gère, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de beaucoup d'Ivoiriens et il faut mieux le gérer. Mais après, il faut que le gouvernement après nous donne la suite des enquêtes, la suite... S'il y a des emprisonnements, s'il y a des paiements d'amendes, ce serait pas mal. Très bien. Alors, justement, pour avoir votre avis également, au-delà de nos amis sur ce plateau, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone pour donner votre point de vue et contribuer à cette émission. Élisée Boulouve, quel est le regard que vous avez? Barry a parlé justement des sanctions. Après les sanctions, on fait quoi? Il faut communiquer. Daouda est d'accord, mais il a aussi mentionné qu'au niveau donc, de l'entreprise RTI, il y avait de nombreuses difficultés qu'il a donc tenté de mentionner. Vous, quelle approche que vous avez? Bon, je pense déjà qu'il faut faire quelques précisions avant d'aller plus loin. Allez-y. Déjà, le fait d'avoir fait des audits et à la suite de ces audits, d'avoir donc pris des décisions allant dans le sens du limogeage de ces directeurs généraux, il faut déjà tout de suite qu'on puisse préciser que les résultats des audits, les détails qu'on n'a pas, mais un audit porte sur un ensemble de dispositifs dans une entreprise. Ce n'est pas seulement sur l'aspect financier. Oui, parce que certains généraux, quand on dit audit, ils voient forcément un détournement. Il peut avoir même les procédures, un audit sur les procédures. Si vous, en tant que DG, vous ne mettez pas en application les procédures comme il se doit et qui fait que justement l'entreprise subit quelques dysfonctionnements, c'est aussi un motif qui peut valoir votre limogeage parce que ça veut dire en réalité, vous n'avez pas la haute notion de la gestion des procédures qui contribue à l'efficacité de l'entreprise. Donc, pour l'heure, on ne sait pas trop exactement les motifs et les raisons pour lesquelles ils ont été débarqués. Comme l'audit le dit, c'est pour des dysfonctionnements et puis mauvaise gestion. C'est ce qu'on a dit. Bon, quand on dit mauvaise gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, il y a un ensemble de ressources. De penser finance, oui, je pense... plus large, exactement. Je pense qu'on aura le fin mot de toute cette histoire-là, quand peut-être le pôle pénal et économique va s'auto-saisir de ce dossier, comme les amis le disaient, même si l'État ne porte pas plainte, le gouvernement ne porte pas plainte officiellement, mais le pôle pénal économique peut s'auto-saisir. Il a le droit de s'auto-saisir de cette situation-là parce que c'est un préjudice que si d'aventure les rapports d'audit
disent qu'il y a eu un préjudice à l'État, le pôle pénal économique peut s'auto-saisir et donc engager une poursuite. Et qu'il y ait un procès à la suite duquel, certainement, s'il est avéré qu'ils sont coupables de malversation et tout ça, on met en place des mécanismes de l'État, notamment l'AGRAC, qui est l'agence de recouvrement des avoirs criminels. C'est-à-dire quand vous avez fait quelque chose, vous avez détourné, vous avez fait causer un préjudice à l'État. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place cette agence-là, qui est l'AGRAC, qui a cette faculté-là, à la suite, sur instruction du pôle pénal, d'aller saisir ces avoirs-là, d'aller saisir vos biens et tout ça pour les remettre à la disposition de l'État. Donc ça, c'est des procédures qui vont suivre après. Mais je note une chose. Moi, je pense que c'est un bon signal. Parce que parfois, ici, il y a des décisions qui ont été prises sur lesquelles, vraiment, on n'a pas été très à l'aise, mais déjà ça c'est un très bon signal de la part du chef de l'État. Il y a 1 an et demi de cela ici, on nous annonçait des audits à grande pompe. Après, on n'a pas eu trop grande chose. Aujourd'hui, on commence à avoir déjà des décisions suite à des audits. Donc les résultats de ces audits, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer dans un premier temps. Vous savez, moi je dis toujours que, qu'on le veuille oui ou non, la gestion d'un État se fait par l'exemplarité. Le citoyen là, il a pour modèle implicite les dirigeants. En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que si les dirigeants montrent quelque part qu'ils sont rigoureux, vous allez voir que ça va impacter d'une manière ou d'une autre la gestion ou la manière de faire des citoyens. Mais c'est sans qu'il y ait un laxisme, il y a un laisser-aller. Et il y a cette volonté-là manifeste, ou bien ce désir-là de pomper dans les caisses de l'État à chaque fois. Mais eux-mêmes, la petite cagnotte qu'ils ont à leur niveau pour gérer, là, ils vont commencer à agir de cette manière. Donc ça, c'est déjà des très... C'est un signal fort du chef C'est de déjà, l'État. c'est un bon signal, c'est vrai. Bon, je ne dirais pas un signal très fort ou bien un signal fort, mais c'est déjà pour moi un bon signal. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut que de plus en plus, on mette à disposition des citoyens ou bien de la population les résultats des nombreux audits. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, chaque année, il y a des audits qui sont faits. Tout à fait. Donc, il faut que ces résultats-là soient connus pour que les citoyens sachent aussi, en réalité, que l'État essaie de faire des efforts pour préserver quand même, je veux dire, une bonne gestion de son patrimoine. Justement, Barry, ce genre de décision fait dire aux autres entreprises, attention, on vous regarde, on vous suit, on pourrait aussi descendre vers vous. Oui, justement, il faut élargir les activités à d'autres entreprises publiques. Et puis, vous savez, quand le président de la République, on dit qu'il est le chef de l'État, chef suprême des armées, c'est lui qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Donc, s'il nomme quelqu'un qui détourne ou bien qui gère mal une administration publique, ça impacte l'image du président de la République et des institutions. Donc, c'est le rôle de l'État d'agir, de sanctionner qui de droit. Mais Élysée l'a dit, il y a l'AGRAC, les mécanismes sont là, le pôle économique et financier est là. C'est des gens qui sont compétents qui sont là-bas. Mais le problème, c'est la communication. C'est-à-dire, Barry? Ils ont poursuivi certaines personnes, Daouda l'a évoqué tout à l'heure. Mais les détails de l'information, les Ivoiriens ont besoin de savoir qui a fait quoi avec les fonds publics. Parce que les fonds publics, c'est l'argent du contribuable. Donc, ils se posent des questions. Quand vous les limogez seulement, il n'y a pas de suite. Les gens ils disent banalement dans les quartiers que c'est entre eux là-bas, il n'y a rien. Non, mais ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part, c'est le narratif. Justement, ça veut dire quoi, ce narratif? Ils ont besoin d'informations. L'État doit informer les citoyens sur tout ce qui concerne les politiques publiques. Des gens ont été nommés à des fonctions. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la vie coûte extrêmement cher. On demande aux Ivoiriens de s'adapter. Mais ce n'est pas le moment aussi pour certaines personnes de voler en os avec les fonds publics. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'ils donnent, il faut que l'État communique sur les sanctions, les détails. Parce que, comme il l'a dit, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire pour le moment si c'est un détournement. Il a évoqué les procédures, ça peut être ça. Mais communiquer va davantage rassurer les citoyens que l'État prend soin des fonds publics. Alors, Daouda, justement, quand j'entends Élysée et Barry dire, oui, certaines personnes disent, bon, c'est entre eux, ça ne va pas aller quelque part pour parler trivialement. Les populations ne croient vraiment-elles plus au système en disant, on l'a limogé, mais bon, voilà, on n'aura rien. Faudrait-il commencer à communiquer pour dire, bon, après cette décision, voilà le processus par lequel ces personnes-là vont passer. Peut-être qu'elles pourront se défendre et aussi donner leur point, Daouda? Non, je ne dirais pas que les populations n'ont pas confiance au système parce que le véritable problème, c'est une question, comme il l'a aussi bien dit, de communication. Et à la matière, je pense que le président, on a tous écouté le porte-parole du gouvernement, le président même a engagé cette fois-ci la responsabilité de ses ministres. Parce que ces entreprises publiques qui sont sous leur tutelle, la coupole des ministères. Voilà, si c'est mal géré, au-delà de leur premier responsable,
mais de façon implicite, il dit, si eux-mêmes ils sont responsables de quelque chose, vous aussi, vous pouvez être touché. Parce que vous devez être garant de cela. Et je pense qu'à cet effet, il a instruit le vice-président à ce qu'il soit très regardant sur la question. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la confiance des bailleurs internationaux. Nous avons atteint un certain niveau de développement. Quand les bailleurs au niveau international commencent à vous faire confiance, c'est parce que vous respectez certains principes. Le principe démocratique, le principe des droits de l'homme, mais il y a aussi le principe de bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens et jouer avec. Mais après, je peux reconnaître que peut-être que l'État de Côte d'Ivoire ou bien le gouvernement de Côte d'Ivoire souvent pêche par manque de communication. Parce qu'il est important, l'affaire Djaby Lassina depuis le 11 novembre 2021, c'est là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau du FDFP, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de communication après. Il n'y a pas de communication après. La seule situation sur laquelle on a eu véritablement une véritable communication, c'est sur celui du DG de l'AIGF. Voilà. Après, les gens peuvent se poser des questions. Mais moi, je pense qu'il y a une vraie volonté manifeste de nettoyer comme ça, le secteur public de tout ce qui peut gangréner en termes de corruption, ça et là. Pour moi, j'ai aucune crainte. J'ai aucune crainte parce que quand on regarde le niveau, il y a peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, quand on regarde aujourd'hui, je pense que les gens font de plus en plus attention parce que comme on le sait tous, ils ont en face d'eux quelqu'un qui est très rigoureux en matière de gestion des humains. Aujourd'hui, en tout cas, avant, vous entendiez ça et là, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, pour un concours de la fonction publique, les gens étaient capables de dire si tu ne payes pas, tu ne passes pas. Mais aujourd'hui, c'est la justice sociale qui s'exprime là toute sa splendeur. Tu peux désormais aller passer un concours de la fonction publique sans payer un sou à quelqu'un. Sans connaître quelqu'un. Et sans même connaître quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Voilà. Élisée Bouloub, au-delà donc, comme Daouda le dit, d'avoir pris cette décision, les ministres sûrement en charge et sûrement d'autres en charge des directeurs déjà limogés sont, je ne dirais pas sont sur la sellette, mais sont interpellés en fait par rapport à la gestion donc, des entreprises qui sont sous leur responsabilité. Oui, exactement, ils sont interpellés, mais ce qui gêne même, c'est qu'on ne devait pas attendre en fait même que le chef de l'État prenne une décision de limogeage pour qu'on ait la haute conscience de notre responsabilité en tant que je vais dire, directeur d'une entreprise, directeur général d'une entreprise, ou en tant que ministre, ou en tant que, bon, je ne sais pas, quelqu'un élevé dans la société. Déjà, le fait même d'être à un poste de responsabilité, pour moi, c'est un sacerdoce. Il faut comprendre que vous êtes là pour servir l'État. Servir l'État, ça veut dire faire son travail dans les règles de l'art, être rigoureux. Ce d'autant plus que vous êtes d'accord avec moi, en Côte d'Ivoire, quand même, les postes de DG, directeur général d'une entreprise publique, c'est très bien payé. C'est vraiment bien payé. Les conditions, les accompagnements. Vous parlez de combien comme ça, Élisée? Ben, je ne saurais le sortir ici. Mais bon, parce que c'est pas la fonction publique. Ils ont de grosses voitures, mais au moins, de corps, tout ça. Non, mais je pense. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est payé par l'État. Bah bien sûr. Non, je dis quand même, on sait quand même que c'est des 7 chiffres. C'est au moins 7 chiffres. Donc, on dit 7 chiffres, on sait déjà qu'on a franchi la barre du million. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis, avec tout ce qui accompagne. Donc, je me dis que l'État déjà a fait des efforts de vous mettre dans un certain confort. En retour, il faut travailler vraiment avec probité, avec engagement pour l'État. Quand je dis travailler avec probité et engagement, je ne suis pas en train de dire forcément le détournement. Je suis précis dessus. Même les procédures, comme je l'ai dit, même fait avancer la gestion des hommes, même fait avancer l'entreprise. Parce qu'une chose est importante, on ne peut pas être nommé à la tête d'une entreprise et venir ramener l'entreprise en arrière. Moi, je dis toujours, quand vous êtes DG, vous avez pour objectif d'aller plus loin, de monter l'entreprise. Si vous revenez en bas, vous-même devez avoir l'honnêteté de démissionner parce que vous n'avez pas pu apporter une pierre de plus à l'édifice. Donc ça, c'est important. Alors Barry, on sait qu'au niveau donc, de la direction générale, au niveau des acteurs de la RTI, il y avait une grève qui avait été lancée. Pensez-vous que cette décision-là pourra donc apaiser les tensions, Barry? Bon, certainement que le nouveau responsable qui sera désigné va gérer le dossier en ordre de priorité. Mais je pense qu'à la RTI, ce n'est pas le seul problème. Daouda a relevé tout à l'heure ce qui s'est passé avec le discours à la nation du chef de l'État. Pour vous, ça révèle de quoi? Pour moi, le directeur, excusez-moi, mais il aurait dû démissionner. Depuis longtemps. C'est le premier responsable. Depuis ce jour-là, c'est un manquement très grave. Le président de la République, au cours d'un discours officiel à la nation, vous pensez que c'est une petite faute? Il devait sanctionner ceux qui sont responsables et lui-même rendre sa démission. Alors, on rappelle les faits pour ceux qui ne sont pas très informés. Justement, c'était le discours à la nation. Du 1er janvier. Du 1er janvier, ils ont envoyé le discours du 7 août, en fait. Ça, c'est une faute
extrêmement grave. Tout à l'heure, il parlait des procédures. Mais quand même, à cette époque, la directrice de l'information avait été suspendue. Non, mais est-ce qu'elle était la seule responsable, justement? Pour son honneur, il aurait dû démissionner. Vous avez évoqué la grève. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion du personnel. Je ne sais pas réellement quels sont les motifs de la grève des agents de la RTI, mais s'il y a une grève en vue, c'est qu'il y a un problème. Très bien. Et ce problème-là, le premier responsable, c'est le directeur général d'abord. Vous ne pouvez pas récolter les lauriers et fuir vos responsabilités quand il y a des problèmes. Très bien. Nous, on part avec vous à Williamsville pour parler avec M. Landry Laoré. Bonsoir, M. Laoré. Nous vous écoutons. Bonsoir, Christelle. Oui, Ce allez. sujet-là, c'est un sujet extrêmement important dont je voudrais donner ma contribution. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Je voudrais aborder dans le même sens que M. Barry, parce qu'il est bien vrai de vouloir assainir le domaine de l'État à travers des audits et autres, mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est la véritable question. Après, qu'est-ce qu'on fait? On est tous en Côte d'Ivoire, on est contemporains de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au fer? Après la découverte du détournement, mais rien n'a été fait au DG. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ONESI? Quand ça a été découvert, après, aucune poursuite. C'est ça le véritable problème. Parce qu'après, il faut que toutes ces personnes-là puissent se rendre compte de tous ces détournements. Sinon, il est facile d'être nommé DG, de se remplir les postes. Après un audit, on vous remercie et puis tout cet argent-là, vous partez avec votre famille. Non. Et tout le préjudice que vous avez causé à l'État, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pourquoi ce que M. Barry a dit est très important. Qu'est-ce qu'on fait après la découverte de ces détournements? Il faille bien que soit l'État se saisisse au travers du parquet, ou comme l'a dit M. Élysée, l'institut qui est chargé de mener les investigations, la GRAC, porter elle-même plainte, voilà, au nom de l'État. C'est ce qui est important, parce qu'on a l'impression qu'on nomme des proches, après leur détournement, on les protège. Mais non, c'est des graves préjudices qui causent à l'État et aux Ivoiriens. C'était ça ma contribution. Merci infiniment, M. Laoré. Je rappelle que vous appeliez de Williamsville. Merci infiniment. Merci de nous suivre et de nous appeler. Daouda, vous aviez un point justement par rapport à ce que Barry disait. Non, je voulais juste dire à Barry que la problématique au niveau de la RTI, c'était la question d'avancement. Les sursalaires qui ne sont pas payés. Et je pense qu'ils avaient interpellé le directeur depuis belle lurette. Mais bon, le problème n'a pas été réglé. Donc, quand on parle de malgestion, tout ça peut venir. Ça vous fait cette précision-là. Maintenant, pour revenir sur la question de l'intervenant, mais on l'a clairement dit. Barry l'a dit, c'est clair. Voilà, parce que moi, je veux dire, il y a eu trop de situations. Et après, il est important aujourd'hui pour le gouvernement de pouvoir communiquer avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas de véritable problème. Ils veulent juste comprendre. Ils ont juste envie d'entendre. Si vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça? Pour quelles raisons? Le pourquoi, le comment, et puis c'est fini. Si les gens ont compris, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. Mais c'est quand on a l'impression que, tu vois, il y a des choses qu'on ne leur dit pas, c'est ça qui fâche en fait. Sinon, véritablement, moi je pense en toute sincérité que la question de gouvernance, quand on compare d'hier à aujourd'hui, j'estime que du chemin a été fait. Élysée Bouloube, justement, dans la vision du chef de l'État, comme disait donc Daouda, c'est de faire en sorte que les institutions de notation puissent à chaque fois bien noter la Côte d'Ivoire, justement, sur la question de la bonne gouvernance, pour qu'on soit toujours au top des nations. Pensez-vous qu'il réussit son pari? Je pense que si on veut déjà se référer au classement comme Transparency International, par exemple, de lutte contre la corruption, on peut dire que quelque part, il est en tout cas en train d'atteindre son objectif, celui-là de voir la notation de la Côte d'Ivoire améliorée sur la question de la corruption. Si on veut regarder aussi sur les performances économiques, bon ça depuis des années, hein, toutes les notations qui viennent sont en faveur, je veux dire, des mesures et des dispositions prises par le président Ouattara et son équipe. Maintenant, l'une des choses sur lesquelles je voulais réagir un peu, c'était sur la question, par exemple, des entreprises où très souvent on entend des grèves, on entend des poursuites. Moi, je pense que l'élément essentiel qui doit être regardé avant une prise de décision, et c'est pourquoi je salue l'attitude du chef de l'État, pour moi c'est un audit. Parce que vous savez, même dans une entreprise, des gens peuvent faire des grèves
juste parce qu'ils ne veulent pas la tête du DG, parce qu'il est rigoureux. Voilà. Parce que peut-être il est rigoureux, parce qu'il ne veut pas tremper dans la combine. On peut vouloir sa tête. Donc, si on veut aller juste prendre comme référence le fait que dans une entreprise, des gens se mobilisent tout le temps ou bien ils ne sont pas contents, ils font de la grève comme un élément pour voir. Voilà. Pour moi, il faut un audit en bonne et due forme. L'audit va nous permettre de comprendre dans le fond le problème et à la suite duquel on peut prendre une décision qui soit des plus judicieuses. Donc, quand je finis de dire ça, je veux vraiment que ces éléments, comme tout le monde l'a évoqué, puis l'appelant, hein, je pense que ici le gouvernement est interpellé, les pouvoirs publics sont interpellés sur la nécessité de faire un peu plus. Faire un peu plus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de donner un peu plus d'informations sur les procédures, sur les mécanismes. Vous savez, moi je pense que on ne vit pas en autarcie. On vit dans un monde et il y a des pratiques. Regardez par exemple, quand vous regardez, souvent vous allumez quand vous allumez votre télévision, on vous dit qu'un enfant a disparu dans les Yvelines, quelque chose à Paris, un jour en France. Mais dans la minute, le procureur de la République, il monte au créneau, le procureur de la zone, il fait une conférence, il te fait une conférence de presse tout de suite, voilà la situation. Et puis on essaie au fur et à mesure d'informer la population. C'est ça qu'on doit faire en Côte d'Ivoire. Mais on doit... C'est une obligation. En fait, le monde, là, c'est ce que je suis en train de dire, le monde aujourd'hui nous oblige à agir comme ça. On ne peut plus agir dans l'omerta, ce n'est pas possible. Il faut qu'on donne plus d'informations. Moi, je dis, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Si tu as donné une information qui n'a pas été juste et que demain tu viens dire, je m'étais trompé, le ciel ne te tombera pas sur la tête. Mais c'est quand tu ne parles pas et que les rumeurs maintenant prennent la place et puis après on vient en réaction, finalement, à qui on croit. Donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse aussi, le gouvernement interpeller, les pouvoirs publics sont interpellés, il faut qu'on parle un peu plus, il faut qu'on donne un peu plus d'informations sur certaines choses. Des choses qui hier ne pouvaient pas être dites, aujourd'hui, pour moi, peuvent être dites. Très bien. Plus personne n'est enfant et puis aujourd'hui, on a des canaux de communication un peu partout. Si tu ne dis pas ce que tu fais, on dira ce que tu n'as pas fait. Il y a quand même des enfants, mais vous voulez peut-être dire qu'on a la capacité de réflexion. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est ce que je veux dire. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, nous avons donc fini avec ce sujet. Avec votre permission, nous allons maintenant parler de l'agence emploi jeune. Vous savez, nous avions reçu ici, sur ce plateau, cette thématique-là, on en parlait justement, l'immersion pour les jeunes étudiants ivoiriens pendant ces vacances scolaires-là, le programme spécial immersion, justement, on en parle encore aujourd'hui avec Monsieur Cabran Frédéric, que je demande donc, qui arrive sur ce plateau. Il est le directeur des opérations de l'agence emploi jeune, directeur des opérations de l'agence emploi jeune. Venez, Monsieur Cabran. Avec lui, justement, on parlera des enjeux, des fameux enjeux, donc, de ce programme spécial immersion pour les jeunes et étudiants ivoiriens pendant ces vacances scolaires. Bonsoir, Monsieur Cabran. Bonsoir, merci d'être là. Merci à vous aussi de m'inviter. Quels sont les enjeux, justement, de ce programme-là? Important, justement, à Monsieur le ministre de la Jeunesse. Alors, merci déjà de nous inviter ici pour parler de ce programme que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis l'année 2023. Alors, comme vous l'avez dit, l'année dernière, nous étions déjà passés sur ce plateau pour annoncer la mise en place de ce nouveau programme qui est le stage d'immersion. Alors, le stage d'immersion, c'est un programme qui vise les élèves et étudiants, les élèves donc du second cycle du secondaire et les étudiants, donc toute catégorie, donc des écoles, grandes écoles et des universités publiques, privées aussi. Alors, donc, c'est un programme destiné à les faire entrer en entreprise pendant une période de 1 mois. Donc déjà dans des programmes scolaires, c'est des pratiques qui sont déjà courantes. Mais depuis l'année dernière, en tout cas, nous instituons ce programme-là pour permettre donc aux jeunes d'avoir 1 mois d'immersion en entreprise pour savoir déjà qu'est-ce qu'on appelle un comptable en entreprise, qu'est-ce qu'on appelle une assistante. Pour se familiariser donc avec le monde professionnel et puis déjà aiguiser eux-mêmes leur ambition professionnelle pour leur futur. Ils sont 20 000 élèves et étudiants pour cette deuxième phase, n'est-ce pas? Alors, vous démarrez cette deuxième phase quand? Est-ce que les entreprises sont déjà répertoriées? Un process. Quel est le process que vous mettez en place? Alors, le programme est déjà lancé. Donc, depuis le 25 juin dernier, il y a eu le lancement officiel donc, du programme d'immersion avec M. le ministre Mamadou Touré, avec Mme la ministre Mariatou Touré. Donc, le lancement a été effectué par une conférence. Mariatou où? Mariatou Koné, voilà, ministre de l'Éducation nationale. Et donc, le programme a été lancé. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juillet, donc vont jusqu'au 31 juillet. Alors, à date, nous avons déjà plus de 27 000 inscrits. Alors, ce soir, on avait déjà plus de 27 000 inscrits. À côté de cela, les entreprises aussi sont mobilisées. Aujourd'hui, on a, ce soir, fait un point, on a plus de 9 000 opportunités donc, de placement en entreprise qui sont déjà mobilisées. Et donc, pour 20 000 jeunes, comme vous l'avez dit, 20 000 jeunes en 2 cohortes. Parce qu'on aura une première cohorte qui commence le lundi prochain, donc le lundi 15. Donc une première cohorte de 10 000 jeunes. Et une seconde cohorte aussi qui commencera le 14 août prochain.
Élysée? Moi, je veux juste savoir quel est le profil en fait, des entreprises qui ont été retenues, dans lesquelles ces élèves et étudiants-là devront faire le stage. Est-ce que le choix de ces profils tient compte de la vision des premiers responsables du pays, c'est-à-dire faire par exemple de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé d'ici 2030? Donc le profil des entreprises choisies? Alors, les entreprises, c'est tout type d'entreprises que nous avons choisi pour peu que les entreprises soient formalisées. Alors, donc, c'est les administrations publiques, c'est les entreprises du secteur public, des sociétés d'État, des administrations publiques aussi qui nous accompagnent donc, dans le cadre de ce programme. On n'a pas véritablement ciblé des entreprises d'un secteur bien précis. C'est vraiment toutes les entreprises qui ont été disponibles pour nous apporter des opportunités. Pas d'entreprises privées? Si, des entreprises privées et des entreprises publiques. Donc, entreprises privées, entreprises publiques. Pour l'édition de l'année dernière, on a eu plus d'entreprises publiques, mais cette année, on espère que les entreprises privées vont davantage nous accompagner. La porte est toujours ouverte. C'est cela. Daouda? Je pense Toujours que tout ouvert, à l'heure, vous pardon. avez parlé du lancement de la phase 2, le 25 juin dernier. C'est cela. Mais la phase 1, quel a été le bilan de la phase 1? Alors, merci déjà pour la question. Le bilan de la phase 1, ce que je peux dire, c'était une parfaite réussite. L'année dernière, nous avions un objectif de 10 000 jeunes à placer en immersion. Au final, on s'est retrouvé avec 11 190 jeunes qui ont été placés, avec, je crois, un taux de 58% d'hommes pour 42% de femmes. Donc, ça a été une belle réussite, avec, comme j'ai dit, 77% d'entreprises publiques et qui nous ont accompagnés, 23% d'entreprises privées. On espère que cette année, on aura un peu plus d'entreprises publiques, d'entreprises privées, pardon. Bon, pas qu'on a un problème avec les entreprises publiques, mais on veut que tout le monde, en tout cas, soit participant à cette aventure pour les jeunes, pour le bénéfice des jeunes. Parce qu'il faut voir que derrière le stage d'immersion, il y a non seulement le volet, bon, on va dire, plus opérationnel, mais derrière, il y a un volet social. Déjà, il faut permettre aux jeunes d'avoir des vacances saines. Il faut leur permettre aussi d'avoir quand même déjà à préparer leur futur. Il y a même un choix de carrière aussi. Il y a un choix de carrière qui peut s'opérer au moment de cette immersion d'entreprise. Et l'année dernière, on a eu des témoignages de jeunes effectivement, qui ont été vraiment édifiés par cette aventure qu'ils ont eu à mener. Et c'est rémunéré, pardon? C'est rémunéré. Justement, le volet social fait partie aussi. À hauteur de combien? 45 000 donc, qui est garanti par l'Agence emploi jeune, donc par le ministère, 45 000 qui permet donc aux jeunes aussi d'avoir un petit pécule pour préparer leur rentrée et tout ça. Voilà. Très bien, Barry? Alors, monsieur le directeur, s'agissant des entreprises partenaires, comment ces entreprises-là se localisent? Est-ce qu'elles sont toutes à Abidjan ou bien il y a des stagiaires qui seront à l'intérieur du pays? Voilà. Okay. Non, le programme concerne, d'abord, c'est tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, donc tous les jeunes ivoiriens de la Côte d'Ivoire, c'est sur toute l'étendue du territoire. Alors aujourd'hui, les 9 000, un peu plus de 9 000 opportunités que nous avons mobilisées, ça travers l'étendue du territoire national. Donc c'est aussi bien Abidjan à l'intérieur. L'année dernière, c'est Abidjan effectivement qui a connu le plus d'opportunités, mais il y avait beaucoup de villes de l'intérieur. En deuxième position, Daloa, Man, Boaké. Voilà, donc c'est tout le pays qui est concerné par le programme. Très bien. Daouda avait une question. Juste rapidement une question parce que j'ai juste envie de vous embêter un peu. Je trouve que souvent, il y a certains jeunes qui se plaignent de ce qu'ils ne perçoivent pas. Les 45 000 leur pécule et autres, tout ça, ça tarde. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que chaque fois, quand on va sur votre page Facebook, on voit beaucoup de personnes en train de se plaindre de ce pécule-là. Qu'est-ce qui tarde? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça n'a pas encore été fait? Ou bien qu'est-ce qui retarde tout ça? Dans le point, c'est que ça tarde avant de venir, c'est ça? Voilà, en fait, il faut préciser que... Mais ça vient quand même, ça vient, voilà. Ça vient, mais effectivement, on a connu dans le passé, en tout cas, des retards considérables par moment sur le paiement donc, de... Mais vous êtes censé les payer quand, en fait? Non, déjà, on parle de deux choses différentes. Parce que pour répondre à M. Daouda, sur les pages Facebook, les plaintes récurrentes sont sur les retards accusés pour le paiement donc, des primes de stage. Bon, c'est des choses qu'on s'attelle à corriger au fur et à mesure. Déjà, je pense qu'il faut reconnaître que de plus en plus, on a de moins en moins de plaintes sur les retards concernant les primes. Il y en a encore, je le reconnais, il y en a encore, mais c'est quelque chose qu'on s'attelle à corriger. Vous savez, on est dans un système public avec la dépense publique qui répond à certaines étapes qui sont assez lourdes par moment, donc pas forcément adaptées au fait qu'on a ce besoin-là de payer des jeunes chaque mois. Et attends, donc il y a quelques retards. Vous savez, c'est un gros challenge pour l'agence emploi jeune d'arriver à payer chaque mois cette multitude de jeunes à temps. Vous voyez, même les bourses sont payées souvent en un temps. C'est la bourse annuelle qui est payée. Donc c'est un gros défi pour nous. Donc on essaie de corriger. Alors donc c'est payé.
Oui, mais pour avec éclairer du la retard, lanterne de voilà, ces avec du jeunes-là, retard. ils sont censés recevoir ce Ceux-là, Lacan. dès leur mise en immersion, au bout du premier mois, dès que le premier mois s'achève, leurs 45 000 leur seront reversés. Voilà. Et comment, par mobile money ou bien c'est... Pas mobile money. On a un D'accord. opérateur qui nous accompagne Très justement. bien. Pour... Élisée Bolouba, une question? Oui, moi je voudrais savoir aujourd'hui, monsieur le directeur, quels sont les retours que vous avez de ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qui ont reçu ces jeunes-là, C'est ça. et puis les jeunes eux-mêmes. C'est ça. Quel retour ils ont de cette expérience-là en réalité? OK. Alors, ça, Mais avant que vous ne puissiez peut-être donner la réponse, je voudrais aussi vous accompagner un peu pour dire qu'au-delà des 45 000 de l'argent et tout ça, il faut que les jeunes aussi comprennent que tout n'est pas forcément de l'argent. C'est-à-dire c'est une opportunité qu'on leur donne qui va au-delà même des 45 000. Ça, c'est important. Juste une parenthèse. Merci et puis je vous laisse maintenant pour répondre à la question. alors, merci. Ça soulage le directeur. Donc, alors, non, bon, non, c'est un engagement qu'on prend. Hein, donc, on prend l'engagement et on s'y tient. C'est ça. Voilà. Donc, alors, déjà l'année dernière, on a, comme j'ai dit, hein, c'était une parfaite réussite. Oui. On a eu plusieurs témoignages, il y a eu plusieurs émissions bilan qui ont été faites sur le stage d'immersion. Réussite totale parce que les entreprises nous ont accompagnés quand même. Et les entreprises elles-mêmes ont témoigné de ce que c'était une expérience enrichissante, tant pour elles-mêmes, entreprises, que pour les jeunes. C'est ça. Alors, j'avoue que moi, j'ai été surpris par le succès de ce programme l'année dernière, parce que déjà l'engouement qu'on a eu, même au niveau des entreprises. Oui. Vraiment, les entreprises nous ont accompagnés spontanément. Et cette année encore, on voit comment est-ce que les entreprises s'empressent, en tout cas, à venir nous proposer des opportunités. Aucune entreprise ne s'est plainte d'un mauvais comportement. Oh, il y a mauvais caractère, il y a toujours des cas isolés, totalement isolés. En Ça, gros, c'est bien. ça a été vraiment un grand succès. Les Très entreprises ont apprécié. Les jeunes aussi ont beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été faits. Et c'est cela que j'appelle un succès, parce que au sorti, ce n'est pas la question de l'argent qui est payé. De toute façon, l'année dernière, tous les 11 190 ont reçu le Et puis, de toute façon, premier atteint. l'argent, c'est important Voilà. parce que ça permettra de. Il y a le volet transport social, et tout effectivement, ça, aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, Donc, c'est important. en cela que nous estimons que c'est un engagement Oui, bien auquel sûr. il faut se tenir. Mais les jeunes ont vraiment été édifiés par cette Très bien. expérience l'année Daouda, dernière. une question et on va terminer peut-être avec Barry. Monsieur le directeur, ceci étant dit, concrètement, les jeunes, comment on s'inscrit concrètement pour pouvoir participer à ce projet d'immersion? Maintenant, comment on s'inscrit? Par exemple, je sais qu'il y a un site, sûrement. C'est cela. Maintenant, et ceux qui n'ont pas accès au site Internet, comment ça se passe pour l'inscription? On a pensé à tout le monde. Alors, donc, il y a ceux qui ont accès à l'Internet, c'est www.agenceemploi-jeune avec sajeune.ci. Donc, vous allez voir, il y a une fenêtre spéciale sur le programme d'immersion. Donc, on s'inscrit vraiment maximum 5 minutes, c'est fait. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, il y a des fiches physiques. Qu'il Des faut fiches physiques récupérer. qu'il faut récupérer dans les agences emploi jeunes de tout le pays, dans les guichets emploi de tout le pays, dans les mairies, dans les sous-préfectures, les préfectures, dans les directions régionales du ministère de la Jeunesse et des ministères qui nous accompagnent, donc le ministère de l'Éducation C'est nationale, ça. le ministère de l'Enseignement supérieur, vraiment toutes ces entités-là où vous pouvez aller trouver des fiches pour s'inscrire sans problème. Il nous reste 2 minutes. Barry, on termine avec vous. Alors, monsieur le directeur, pour cette nouvelle initiative, parce que vous avez déjà des expériences antérieures, C'est ça. quelle est l'innovation que vous avez apportée au programme? Alors, bon, déjà, le programme, c'est une innovation, déjà, parce que ça fait que 2 ans. C'est la 2e édition, donc c'est déjà une innovation. Cette année, nous avons fait en sorte qu'il y ait une flexibilité déjà dans les éléments qui sont demandés aux jeunes pour assurer leur prise en charge financière. Alors, on exige des jeunes leur carte scolaire, bon, ceux qui n'en ont pas, qu'ils arrivent à faire tirer leur... Il y a une fiche qu'on appelle À partir la de fiche quelle classe, au cursus. fait, oui. C'est à partir de la seconde. Seconde, À partir de la ok, seconde. ok. À partir de la seconde, première terminale, voilà, qui sont concernés, et bon, les étudiants aussi. Donc il y a la fiche cursus aussi qui peut faire foi de ce qu'on a en cours de scolarité, parce qu'il faut préciser que le programme concerne les jeunes élèves et étudiants en cours de scolarité. D'accord. Voilà, pas ceux qui ont décroché. Pour ceux qui ont décroché, Pour eux, c'est les il y a programmes bien de la d'autres seconde programmes. chance, ouais. Il y a bien d'autres programmes comme l'école de la deuxième chance notamment qui Très bien. sont... Mais et ceux qui font les VAE? Pardon. Bon, Qu'est-ce que c'est que les Vous VAE? avez forcé la parole. Allez-y, Daouda, on vous lance. Ceux qui font l'évaluation de l'acquis de l'expérience, en fait, est-ce qu'ils peuvent participer aussi? Non, c'est les élèves et étudiants. Étudiants. Valorisation d'acquis d'expérience, c'est vraiment Ah, ça, c'est tout notre projet. c'est un tout autre domaine qui ne concerne pas l'immersion. L'immersion, c'est pour des jeunes élèves et étudiants en cours de scolarité. Très bien. En cours de scolarité. Pour ceux qui nous regardent maintenant et vous êtes intéressés par ce programme, monsieur le directeur donc, va reprendre le site internet C'est ça. et puis vous allez Dans encore le process. le process d'inscription. OK, donc À partir de la seconde, évidemment. www.agenceemploijeune.ci.
À partir de la seconde, donc, générale, de l'enseignement général, ceux de l'enseignement technique aussi sont concernés, donc les BT, les CAP et les étudiants, donc des grandes écoles, des universités publiques, privées. Et pour les inscriptions, vous pouvez aller aussi dans les agences emploi jeunes de tout le pays, dans les guichets emploi de tout le pays, dans les directions régionales de nos ministères partenaires, de notre ministère même, au ministère de la Jeunesse, pour retirer une fiche et s'inscrire. Il faut être âgé de 15 à 30 ans et il faut se munir donc pour démarrer le stage d'immersion de sa carte scolaire et donc de sa fiche de l'opérateur que vous allez nous avons. Voilà, la fiche de l'opérateur pour pouvoir assurer le paiement électronique. Très bien. Merci infiniment, monsieur le directeur des opérations de l'agence Emploi Jeunes. Pour terminer, s'il est à Bouaké, il s'inscrit, est-ce que les entreprises de Bouaké l'accueilleront ou il peut bouger hors de sa zone? Comment est-ce que vous rassurez les parents là-dessus? Tous les jeunes qui s'inscrivent dans une zone bien précise sont placés dans ces zones. Très bien. Voilà, c'est pour ne pas créer trop de problèmes de déplacement, de mobilité et autres. C'est vraiment, la mise en relation se fait au regard donc, de la localisation. Ceux d'Abidjan restent à Abidjan. Ceux d'Abidjan restent à Abidjan. Déjà à Abidjan, même, on regarde même les communes habitées par les jeunes. Il habite à Cocody, c'est dans une entreprise de Cocody, ou en tout cas pas loin. On ne va pas le balancer à Niamey, voilà, pour réduire en tout cas les questions de mobilité et tout ça. Ça, c'est très très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes monsieur Cabran Frédéric, directeur des opérations de l'agence Emploi Jeunes. Avec vous, justement, on parlait des enjeux du programme spécial immersion pour les jeunes et étudiants ivoiriens pendant ces années scolaires, cette année scolaire. Non, c'est vacances scolaires, pardon. Merci beaucoup. Merci. En seconde partie de ce temps d'antenne, la thématique est la suivante. VIH indétectable est égal à VIH intransmissible. Le risque zéro existe et il est urgent de le faire savoir. On débriefe lors de la seconde partie. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Que faire justement pour que les populations soient informées de cette donne-là? Qu'ils sachent enfin que le VIH indétectable est égal à VIH intransmissible. Justement, pour bien encadrer cette nouvelle donne dans la science aujourd'hui et pour mettre des balises, nous recevons le docteur Kouadjalé Mathurin. Vous êtes chef de service prise et soins, chef de service soins et traitements du Programme national de lutte contre le sida. Et nous avons à côté de vous le président du conseil d'administration du réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH-sida. Nous avons rejoint en plateau pour parler de cette thématique aux côtés d'Élysée et de Barry. Aïcha Crépi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, communicatrice web. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Alors, docteur, concrètement, expliquez-nous un peu cette équation. VIH indétectible est égal à VIH intransmissible. Merci donc Christelle, madame. Ce que nous entendons par VIH égale à indétectable égale à intransmissible veut dire que une personne qui vit avec le VIH, qui est dépistée positive au VIH et qui est mise sous traitement, si elle prend bien son traitement, peut arriver à un niveau où le nombre de virus dans son sang est à un niveau tel que cette personne ne soit plus susceptible de transmettre le virus. Voici ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que cette personne a pu avoir des rapports non protégés? Effectivement, les études qui ont permis donc de promouvoir ce concept-là sont basées sur ce qu'on appelle les études partenaires et qui sont parties donc des études sur la base des rapports sexuels. Donc les études démontrent effectivement que ces personnes qui étaient enrôlées n'ont pu transmettre le virus pendant la durée de l'étude. Élysée? Est-ce qu'on peut, docteur, déduire donc que cette personne-là est guérie? Parce que je prends par exemple le cas du palu. Il y a une traçabilité, on sait que vous avez des virus, vous avez des bactéries. Et puis à un moment donné, on se dit, bon, les bactéries ne sont plus visibles, donc on pense que vous n'êtes plus malade du palu. Est-ce que c'est dans le même cas? Si c'est le même cas, est-ce qu'on ne peut pas déduire tout de suite que la personne est guérie? Non, du tout, merci. Je pense que c'est une bonne observation parce que de plus en plus, on est confronté à cela. Et c'est justement à propos parce que c'est pour ça que nous communiquons suffisamment, parce qu'il y a autant de choses à encadrer, et donc ça ne veut pas dire que la personne est guérie. Je me souviens qu'on a eu des gens qui ont fait des mémoires sur des personnes qui avaient montré dans des lieux de culte qu'ils avaient prié pour des gens qui étaient indétectables, donc guéris. Ah oui, ça c'est vrai. Et ces personnes ont dû refaire la maladie de plus belle, et les gens, les hommes de Dieu, ne voulant pas remettre en cause ce qu'ils avaient dit, ont demandé à ces personnes, pour le cas que je sais, dans la zone du Sud Congo, de se retirer pour ne pas que sa parole soit mise en doute et la femme a eu le temps de faire ses complications et en décéder. Ça, c'est un exemple.
qu'on a. Donc, c'est un exemple sur lequel il faut s'arrêter, parce que c'est un exemple qu'on trouve à foison dans nos communautés, pour certains en tout cas. Donc il faut toujours faire vérifier ces témoignages-là par les hommes d'église, toujours faire vérifier par des examens complémentaires pour attester que la personne qui a témoigné ouvertement que le Seigneur m'a guéri du sida, il faut vérifier avec des examens que cette personne est véritablement guérie. Parfaitement. Je me souviens que j'étais à une réunion, je revenais d'un voyage à l'extérieur. Et ce qu'on doit savoir, c'est que nous, de plus en plus, au niveau du programme, on travaille étroitement avec les hommes de Dieu. Et parce qu'il faut respecter l'autorité de ces personnes. C'est cela. Et nous pensons qu'ils font de très bonnes choses. Maintenant, après, il faut qu'on s'accorde sur les évidences scientifiques. Ça, c'est clair. Donc, les évidences sont des évidences, mais on les motive à prier. Et je me souviens que j'avais fait une présentation qui avait vraiment donc édifié un certain nombre de personnes, ceux qui étaient à Jacquesville avec nous, parce que je leur ai dit, quand je suis médecin, j'ai une aspirante de médecin de plus de 15 ans aujourd'hui, mais quand je prescris un médicament à 2 personnes qui sont au même stade de la maladie, un guérit, l'autre ne guérit pas. Nous prescrivons, c'est Dieu qui guérit. Et comme ça, on est en phase. Après, il faut respecter les évidences scientifiques parce qu'il ne faut pas éprouver Dieu. Si Dieu a fait en sorte qu'il ait un médicament qui puisse permettre à quelqu'un d'avoir une bonne santé, il faut avec sagesse l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je tenais à dire. Très bien. Barry, question. Alors, docteur, aujourd'hui, concrètement, quel est le taux de mortalité du sida en Côte d'Ivoire par an? Ici, ce que nous faisons, en termes de taux, il y a un chiffre que nous prenons qui est de 3,6 annuellement, mais en Côte d'Ivoire, on a plutôt chiffré les décès en nombre. Et on a un peu plus de... Aujourd'hui, on a un peu plus de 9000 décès annuels qui sont liés, donc, qui sont rattachables directement au VIH-Sida. C'est encore pour nous élevé. Voilà, et tout à fait. Voilà, avec tous les traitements qui existent et tout. Et il faut continuer de faire des efforts substantiels, effectivement. Très bien, Aïcha. Pour rebondir, moi j'aurais voulu savoir le pourcentage de personnes qui, vous le connaissez, qui effectuent les dépistages. Parce que les personnes qui meurent du sida sont elles-mêmes au courant qu'elles sont mortes du sida. Oui, celles qui décèdent du sida, oui, mais ce que vous dites, c'est bien de le dire, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, justement, notre lutte est basée sur ce fait-là. Savoir comment on fait pour que les personnes soient dépistées, qu'ensuite elles soient mises sous traitement, mais surtout faire en sorte que le traitement marche. C'est ça que nous appelons la cascade de 3,95. Et à ce niveau, au niveau du premier 95, en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 81%. Donc ça veut dire que le nombre de personnes vivant avec le VIH estimé à 407 595 en Côte d'Ivoire, 81% de ces personnes ont été retrouvées et dépistées. Voilà, donc, mais la seconde question de Daïcha m'interpelle. Elle a dit, est-ce que ces personnes-là qui décèdent de cette pathologie sont informées que c'est de cette pathologie-là qu'elles partent? Pour la plupart, oui. Mais il y a des gens aussi pour lesquels le diagnostic a fait après. Les gens décèdent du fait d'une complication. Après, on essaie de faire des examens post-mortem ou bien on s'assure qu'elle était dépistée et puis, bon, mais elle n'était pas sous traitement. Donc, j'ai dit la plupart parce qu'il y a une façon de faire le calcul qui fait que, généralement, c'est la plupart des personnes savent parce qu'elles sont connues être sous traitement et elles décèdent par la suite. Monsieur le Président du Conseil d'administration, justement, du réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH-Sida, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle du VIH indétectible, intransmissible, donc rapport non protégé qu'on pourrait avoir? D'accord. Au niveau du réseau. Merci beaucoup, madame. Un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Le combat a été très rude contre cette infection. C'est ça. C'est une nouvelle qui nous réjouit, le cœur. Et pour les personnes que nous représentons ici, ce n'était pas facile. Nous sommes battus d'abord pour que ces personnes aient accès au traitement antirétroviral pour améliorer leur état de santé. Et toujours est-il que nous prenons des dispositions, toujours pour ne pas transmettre le virus aux autres, à nos partenaires. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Dieu aidant, il existe des couples
où monsieur est infecté, madame ne l'est pas. Donc ce sont les couples sérodiscordants. C'est le terme que je n'aime pas trop. Je parle des sérodiscordants. Ils arrivent à enfanter, à faire des enfants qui sont négatifs. Différents. Et donc, cette innovation, cette avancée scientifique et médicale est une très bonne chose. Ça vient mettre la paix dans ce couple-là parce que nous, notre mission aussi, quand l'être suprême nous a créés, c'est de pérenniser la race humaine. Nonobstant les difficultés. Très bien. Donc, très bien. Ça permet à Mais avant de passer la parole, Élisée, oui, le réseau existe depuis quand? Et vous êtes président depuis quand, justement? Très bien. Le réseau existe. A été créé depuis 1997 avec 4 associations. Aujourd'hui, nous sommes à 92 associations. Donc, vous voyez que c'est vrai. Et vous êtes aux affaires depuis? Oui, depuis un an. Parce que j'ai été élu depuis le 14 avril dernier. Félicitations. Voilà. Donc, depuis un an. Et je pense que c'est une nouvelle qui nous réjouit. Parce que nous sommes là pour dire qu'effectivement, toutes les initiatives prises au niveau du gouvernement, de l'État de Côte d'Ivoire et des partenaires techniques et financiers apportent des résultats. Parce que je suis la preuve vivante de ce que je suis en train de dire. Cela fait aujourd'hui, jour pour jour, 31 ans que je vis avec l'infection à VIH. Et votre épouse, excusez-moi d'être indiscrète. Oui. Un couple de personnes vivant avec le VIH qui a mis au monde une fille qui n'est pas infectée, dont le mariage traditionnel a été célébré le 1er juin dernier. Ah, voilà. D'accord. Bravo. Ça peut dire. Donc, vous avez été sous antirétroviraux, vous avez suivi tous les traitements. Vous êtes toujours. Madame également est toujours sur. Il ne faut pas baisser la garde. C'est clair. Voilà. Madame également est toujours sous traitement. Bon, je veux poser une question, mais je ne vais pas oser. Bon, vous avez. Mais peut-être que ce que je veux. Il a mis le pied dans le plat. Il faut voir toute la valeur éthique qui est derrière. Parce que nous, ce n'est pas seulement pour que les gens aient des rapports. Non. Il y a le fait qu'on est dans un environnement où les gens n'ont pas toujours les moyens pour bénéficier des stratégies de pointe telles que les procréations médicalement assistées. Et donc, il fallait donner la latitude parce que et cela va réduire la question du stigma de discrimination parce que les gens avaient une auto-stigmatisation. Et aujourd'hui, ça vient vraiment ouvrir un certain nombre de choses. Et même son exemple voilà, et son exemple est vraiment édifiant. Et je pense que c'est surtout pour ça, pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ils peuvent aller vers une femme, lui dire « voici ma situation, mais je t'aime ». Et vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas ce courage. C'est ça. C'est ça. Et donc, justement, ces personnes dans ces conditions-là, excusez-moi de revenir là-dessus, pourront avoir des rapports non protégés. Oui, moi, je ne veux pas trop le dire. Non, c'est important. Mais c'est normal, oui. Parce que c'est ce que l'étude... Ils peuvent avoir des rapports non protégés, effectivement. Très bien. Ils peuvent avoir des rapports non protégés. Oui, il termine, Élisée prend la parole. Voilà un exemple en matière. Parce qu'au mois où on encadrait nos pères, j'ai reçu un couple où monsieur est infecté, madame ne l'est pas, mais elle a manifesté le désir d'avoir un enfant avec son mari. Et je l'ai accompagné chez mon médecin traitant, qui leur a donné des conseils, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Donc, cette avancée vient pour résoudre ces problèmes qui existent. Voilà. Très bien. Élisée? Comment d'une personne détectée positive au VIH, on arrive à devenir indétectable au virus et à la non-transmission? Comment se fait le processus? Qu'est-ce qui est à la base? Scientifiquement, comment vous pouvez nous l'expliquer? Ce qui est à la base, peut-être comme on parle au public, c'est que c'est la façon dont le virus se comporte dans l'organisme. C'est ça. Quand il rentre, lui, il n'a pas de matériel génétique lui permettant de se multiplier. Donc il rentre subtilement dans l'organisme et puis il utilise les composants de l'organisme pour se multiplier. Mais une fois que le médicament rentre, le médicament bloque ce processus. Donc les virus qui se sont déjà multipliés ont le temps juste d'être relargués, éliminés de l'organisme. Et puis c'est comme si le virus était emprisonné parce qu'il ne peut plus, il les bloque et il ne peut plus se multiplier. Et quand il ne peut plus se multiplier, donc l'intérieur de l'organisme est assaini. Voilà un peu simplement. Alors, monsieur docteur, aujourd'hui, par rapport à la prise en charge, comment ça se passe? Monsieur a évoqué tout à l'heure les traitements, monsieur Gueye, antirétroviral ou antirétroviraux. Comment ça se fait? Aujourd'hui, si un malade vient vers vous,
comment se fait sa prise en charge? Est-ce que, parce que c'est généralement des choses, le traitement médical, on sait qu'il y a un coût. Est-ce que les prises en charge sont gratuites? Si oui, comment ça se fait? Comment il accède aux prises en charge? Merci, c'est une très belle question parce que c'est une longue histoire, hein, le VIH. Ah oui, comme il a dit, on a commencé en 98, les traitements ARV 97-98, c'était coûteux. On était encore dans la phobie de la maladie. Déjà à cette époque, les médicaments pour la première ligne coûtaient près de 300 et quelques mille et les deuxièmes lignes à 600 000. Et il fallait payer ça chaque mois. Imaginez dans ces années-là qui avait autant d'argent pour payer pour un malade. Et physiquement, ça se présente comment? Parce qu'à l'époque, c'était très volumineux. Oui, c'était beaucoup de médicaments, de gros médicaments. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement simplifié. C'est un seul comprimé combiné. Où il y a tous les 3 médicaments dedans, parce que c'est un traitement hautement actif, mais qui est contenu dans un seul comprimé aujourd'hui. C'est vrai que quand les gens pensent à deuxième, troisième lit, ça devient un peu plus, mais aujourd'hui, on a réglé. Mais comme il a dit, ce que nous faisons, quand une personne vient, il faut d'abord échanger avec la personne. Il faut échanger parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les patients amaigris qu'on avait avant. Une personne comme vous et moi, on peut venir à l'hôpital et puis au cours d'un dépistage, on se rend compte qu'on est positif. Donc, il faut déjà préparer la personne. Si la personne a des antécédents de risque, il y a une évaluation préalable. Mais on le prépare pour dire que, bon, quand vous êtes positif, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Et en ce moment-là, si elle accepte, l'examen est instantané. Ce n'est pas comme avant où on te dépistait puis on dit viens dans 2 semaines. Et quand on t'appelle pour dire ah, mais madame, votre résultat, puis tu commences à faire la diarrhée alors qu'en fait, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le résultat de façon instantanée. Au bout de 15 minutes plus 10 minutes, ça fait 25 minutes. Un premier test en 15 minutes, l'autre qu'on appelle le start pack en 10 minutes, vous avez le résultat. Et comme vous l'avez déjà préparé au traitement pour dire que c'est une maladie chronique, si vous êtes positif, vous allez prendre le traitement à vie. C'est ça. Et en ce moment-là, vous lui dites maintenant quelles sont les dispositions qu'il doit prendre. Vous négociez les horaires avec lui. Parce qu'aussi, il y a eu des écueils. Hein. À notre niveau, il y a eu des erreurs. En 2015, on disait le soir au coucher. Or, le soir au coucher, ce n'est pas 1 heure. Donc, vous négociez les horaires avec lui. Je me souviens que je faisais des émissions à Bitou Sanogo en direct à la radio nationale. C'est la même chose. Beaucoup ont appelé parce que ils n'ont pas bien négocié les horaires. Tu dis le soir au coucher à un vigile qui ne dort pas la nuit. Après, tu ne sais pas comment les choses se passent. Donc, on lui explique et on lui donne les médicaments. Heureusement, il n'y a plus beaucoup de médicaments. C'est un seul comprimé et on a un calendrier de suivi de ce patient. C'est-à-dire, il y a un bilan qu'on lui fait. Ce bilan est gratuit. Je vous rappelle que l'arrêté de gratuité des ARV a été fait en Côte d'Ivoire en août 2008. Donc, depuis août 2008, aucune personne ne paye ni les ARV, ni les bilans de suivi, ni même les médicaments tels que pour la prévention des infections opportunes comme le cotrimoxazole et tout ça. Ça, c'est très, très donc, bien. gratuit, voilà. Aïcha, question. J'avais une question, mais juste avant, j'imagine que le dépistage est gratuit également. Également, oui. D'accord. Alors, c'est très intéressant, notamment pour la posologie, ce que vous avez expliqué, l'adaptation. Concernant le VIH, il y a des études scientifiques anciennes, récentes, qui nous donnent comme information qu'il toucherait beaucoup plus les femmes et les personnes noires. Est-ce que vous confirmez ça? Voilà, les femmes seraient plus touchées. En l'occurrence, le continent africain et les personnes et les femmes. Oui, parfaitement. Qu'est-ce que vous répondez? Il faut dire que pour les femmes, c'est compréhensible parce que elles ont une vulnérabilité d'abord physiologique. Et elles ont en même temps aussi, dans notre contexte, une vulnérabilité parfois économique. Donc, quand vous dites vulnérabilité physiologique, ça veut dire quoi? Les organismes génitaux de la femme sont conçus de sorte que lors des rapports, la surface est beaucoup plus large, contrairement à l'homme. Donc, elle a tout le temps de se faire infecter. Et on se rend compte que l'homme est aujourd'hui... Même quand le rapport est protégé? Oui, non, pas forcément. Surtout quand le rapport n'est pas protégé. Très bien. Donc, je vais dire que... Et elles sont à... aujourd'hui, les hommes sont à 1,8, les femmes sont à 2,6. C'est ça. Donc, il faut dire que le VIH a encore féminisé, malheureusement. Très bien. Et on fait des efforts pour essayer de rattraper cela, mais... Et surtout, justement, la relation qu'elle a eu à faire avec le continent africain. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Le continent africain, je ne dirais pas forcément comme ça, mais je mettrais ça plutôt sur le compte de la question de la vulnérabilité économique. C'est ça. Voilà, donc c'est plutôt compréhensible. Ça n'a pas vraiment de rapport entre le noir et le caucasien, mais c'est surtout cette vulnérabilité économique-là qui va parfois
allait justifier tout cela. Je vais vous titiller un peu, Aïcha. Cette étude-là vient de quel organisme? Africain ou caucasien? Non, les deux. Les deux. J'ai un peu farfouillé partout, mais ça fait des années. Hein. Et parfois, c'est peut-être un peu médiatisé aussi. C'est parce que c'est trop médiatisé aussi. Enfin, on a peur de cette maladie depuis des années. Donc évidemment, il y a des continents qui sont rattachés aussi à la pauvreté. Évidemment, on titille beaucoup plus ces continents-là. D'où ma question, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on dit que les Africains sont parce qu'on veut juste le dire en fait? Mais là, vous avez bien répondu, c'est une question de pouvoir d'achat aussi. Oui, c'est ça. Très bien. Oui, PCA? Oui, je voulais dire quelque chose. D'abord, cette avancée est très importante parce que j'ai participé à un atelier de restitution d'une étude d'anthropologie qui a parlé de la perception de l'infection à VIH-Sida. Au départ, on nous a présenté les images qui nous ont choqués. Nous tous, on était encore, nous autres, petits. Et le consultant, celui qui a réalisé l'enquête, a demandé que tout ce que nous avons dans nos manuels scolaires, tout et tout, on met SIDA égale mort, que tout cela disparaisse. C'était dans quelle enquête? Il faut être plus précis, parce qu'il faut parler avec des références, ça va nous aider. Oui, c'est une enquête anthropologique, commanditée par le Programme national de lutte contre le SIDA. C'est là même que le consultant est venu, fait la restitution, et j'étais venu représenter une autre structure. Donc SIDA également, c'est une fausse image qu'il faut enlever. Très bien. Et que nous devons maintenant promouvoir ce que le traitement apporte comme bienfait pour que la communauté puisse comprendre que les solutions existent. Parce que moi, quand j'ai fait mon dépistage, le médecin, quand il m'a donné l'information, ne m'a pas proposé une alternative. À cette époque-là, c'était en quelle année vous avez fait le 31 août 1993. Ah, vous n'avez pas oublié la date. 31 août 1993. Et comment justement le médecin... Effectivement. Donc comme le docteur l'a dit, vous avez eu à faire peut-être le dépistage. C'était un lundi, vous êtes revenu quand pour avoir les résultats? C'était 3 semaines après, j'ai fait ça en juillet. C'était au Centre national des transfusions sanguines. 3 semaines après. Voilà, je suis venu et le médecin, il avait son ordinateur, il a redressé. Il m'a dit, bon, tiens, d'abord j'ai fait un contrôle qu'on a trouvé des traces, que tu vas faire le contrôle. J'ai fait le contrôle. Et quand je suis revenu, il m'a donné l'information, bon, vraiment, je suis désolé, on a trouvé des traces. Voilà. La question que je lui ai posée, qu'est-ce que je fais? Et ce qui m'a sauvé, c'est que je suis arrivé, j'ai partagé l'information avec mes proches. Et là aussi, il faut le dire, j'ai eu de la famille avec mes proches. Et la première personne à qui j'ai partagé l'information, paix à son âme, c'est la femme de mon frère. Mais est-ce qu'au moment où je lui donnais cette information, si on devait jeter les courriers pour demander qui de vous deux on va enterrer le premier, peut-être elle pensait que c'était moi. Mais cette dame est décédée. Pour dire, c'est un message pour encourager les autres. Si je suis en vie, c'est parce que j'ai fait un dépistage précoce. C'est ça. Voilà. Donc le dépistage est important. Important. Et là, moi, dans mon secteur d'activité, en dehors de ce que je fais comme activité associative, je suis du ministère de l'Éducation nationale. C'est ce que j'ai conseillé, que je conseille tous les jours, que Dieu fait aux enseignants. Et je l'ai dit sur ce plateau, quand nous sommes arrivés, est-ce que quelqu'un pouvait, à vue d'œil, imaginer que... Deviner. Voilà. Deviner. Que vous j'ai seriez... toutes les assurances. Mais je n'ai jamais fait l'objet d'hospitalisation d'une semaine dans une structure de santé. Depuis que vous êtes en sous-traitement. Voilà. Très bien. Élisée a une question à assurer. Oui. M. Guillemot, je vais vous rassurer. De toute façon, quand les téléspectateurs pourront témoigner que de vous à moi, c'est moi finalement qui serai le plus susceptible d'être... Voilà, donc ça, rassurez-vous déjà. Voilà, donc c'est ces deux questions rapides. La première, M. Guy, est-ce que vous nous confirmez effectivement, comme l'a dit le docteur, que les traitements du VIH sont totalement gratuits depuis que vous l'avez pris régulièrement et que c'est vraiment totalement gratuit. Et c'est disponible. Ça, c'est la première question que vous allez répondre. La deuxième, c'est pour, le docteur. Oui, on finit le docteur rapidement. Voilà, le docteur, c'était juste pour savoir, tout à l'heure, pour rebondir sur ce que M. Guéa a dit, la dangerosité de la maladie. Aujourd'hui, vous nous confirmez qu'un malade, un porteur du virus, reste quelqu'un avec qui tout est possible d'être fait. En dehors peut-être des rapports non protégés. Pour rassurer encore les populations. Donc on commence par M. Guy. D'accord, merci. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, je suis un des témoins de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Nous avons mené les batailles pour que nous ayons accès à ce traitement qui a été mis en place, l'initiative antirétrovirale en 1998, et qui coûtait très cher. Aujourd'hui, on n'y paye pas un franc. Donc le traitement est gratuit.
Et disponible. Et disponible. Voilà, Quelquefois avec quelques retards, quelques ruptures, et que nous dénonçons au niveau de notre structure. Parce que c'est ça aussi notre rôle, interpeller les autorités pour dire qu'il y a problème. Voilà. Et je pense que tout récemment, nous avons dénoncé, le docteur même est là, ils sont en train de prendre des dispositions pour ne pas que nous soyons en rupture, parce que une rupture peut occasionner tout ce qui a été mis en place, tous les acquis positifs que nous avons, peut les détruire. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de traitement. Mais monsieur Gueye, la rupture fait combien de temps? Est-ce que c'est pas éternel? Je veux dire, 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 2 jours, 1 jour? Bon, c'est selon. Ouais, c'est ça. Je pense que 1 mois, 2 mois, voilà. Mais pendant que souvent, nous, on a une autre manière d'apprécier. On peut aller dans un centre là où j'ai l'habitude de prendre mes traitements, que ça n'existe pas, je dis à rupture. Or, à côté, il peut. Voilà. Donc, toutes ces questions, là où nous avons interpellé les responsables, je pense qu'ils sont en train de les régler. Voilà. Mais le traitement doit être permanent. Oui, comme il a dit, effectivement, c'est important de préciser aux uns aux autres que le VIH se transmet par un certain nombre de voies. Donc, il y a la voie horizontale. Elle peut être sexuelle, elle peut être avec un objet coupant. Et puis, il y a la voie verticale. Et donc, ce n'est pas parce que tu as serré la main à une personne vivant avec le VIH que tu vas te... Il y en a qui vont dire que si tu utilises la même brosse, non, c'est des histoires. Donc, on peut vivre tranquillement avec une personne vivant avec le VIH. Tant qu'il n'y a pas le contact sanguin, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est important de le dire. Et même pour les ruptures, ce que nous faisons, il faut qu'on sache aussi que les médicaments, moi j'étais récemment à Addis Abeba pour une réflexion, mais les médicaments sont produits à l'étranger parfois et il peut se trouver que tout ne dépend pas forcément de nous. Voilà, donc il y a des moments, mais nous faisons l'effort pour que les médicaments soient toujours disponibles. Alors, est-ce que nous avons une solution à l'africaine? Est-ce qu'il y aurait des solutions? À une certaine époque, on parlait d'un certain... Drobo 2. Non, ghanéen, je pense. Voilà, Drobo 2, qui aurait donc trouvé des éléments pour soigner. Est-ce que nous avons... Voilà, par exemple. Est-ce que des Ivoiriens développent des solutions qui pourraient être utilisées justement par ces malades-là? Docteur, et on termine avec vous. Oui, ce que je veux dire, c'est que d'abord, je suis de ceux qui sont un peu anciens quand même au programme. On a eu le temps de travailler avec les praticiens de la médecine traditionnelle. Ce que nous, on exhorte les gens à d'abord maîtriser les évidences. Les évidences sont universelles. Ça n'a rien de caucasien ou bien chose. Donc d'abord, il faut que les gens comprennent, quand il dit « je guéris », est-ce que lui-même comprend comment la maladie elle-même se manifeste? Ils ont effectivement des solutions qui sont un peu comme des remontants, on les appelle les alicaments. Ce n'est pas des principes actifs purs comme des médicaments, mais qui peut donner à des gens qui peuvent avoir un état de santé relativement amélioré. Mais ce n'est pas la solution. Et aujourd'hui, on n'a vraiment pas de solution pour l'instant, en dehors de tous ces éléments dont je viens de parler. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On a terminé l'émission. Notre temps est arrivé à sa fin. En tout cas, merci d'être venu éclairer la lanterne des populations. C'était très important de parler de ce sujet. Votre autocollant? Oui. Très bien, on va le montrer. Donc on conclut. Nous recevions donc pour vous le docteur Kouadjalé Matura. Il est le chef de service soins et traitements du programme national de la lutte contre le sida et le président du conseil d'administration du réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH-sida. Merci d'être venu. Je vais les acclamer. Hein, merci à vous. Bravo. On est fan vraiment de ce que vous faites. Et n'hésitez pas à revenir pour encore parler aux populations. Merci infiniment. Merci beaucoup. Élisée Boloubeu. Merci Christelle. Marie, merci Aïcha. Merci à vous. On se retrouvera donc demain pour une autre émission du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Que Dieu nous garde. Bonsoir. Bonsoir.